Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rencontre hors du commun. Ce soir, nous allons explorer les méandres du temps et nous rendre du côté de la Renaissance et de François Ier. Et pour ce faire, j'ai invité deux spécialistes du sujet qui ont écrit des livres, qui ont co-réalisé un film documentaire. Il s'agit de Didier Qualac et Jérôme Anierski. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, pour vous présenter rapidement, je vais commencer par Didier. Donc Didier, toi pour le coup, tu es un peu un habitué des web TV. Hein. Tu as été ça fait quelques émissions sur CTVM, sur Stop Mensonge. Tu en as fait aussi sur BTLV à une époque. Au Sentier du Réel. Au Sentier du Réel, chez mon copain Alexis Lambin, ben voilà. Et tu as écrit aussi pas mal d'articles sur des revues telles que Top Secret, telles que Inexploré, je crois, etc., etc., quoi. Donc voilà, on va dire que tu es un habitué des médias, mais tu es aussi auteur, auteur de 3 livres. Oui, même 4, oui. Ouais. Disons 4, oui. Qu'on retrouve facilement? Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le secret de François Ier, le livre est sorti aux environs de l'année 2007, et donc pour l'instant il est épuisé. Donc il y a pas tellement moyen de se le procurer, quoi. Ouais, il est épuisé, il est bien épuisé, parce que j'ai voulu l'acheter, je l'ai trouvé à 250 € sur sur Le Bon Coin, je crois, ou sur Presse Ministère. Donc si vous en avez un exemplaire, voilà. Voilà la couverture de ce livre. Donc en fait, il a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires. C'est pour ça qu'il est épuisé. Mais c'est un livre un petit peu exceptionnel, parce que il y a 3 romanciers qui en ont extrait des romans. Et donc ce livre aussi a été l'objet d'un film, d'une adaptation. Tout à fait. Marc Bielli. Justement, l'un de ces 3 romanciers, eh bien, il est parmi nous. Donc c'est Jérôme, pas le chanteur, mais l'auteur, qui a écrit un roman thriller. C'est ça? Comment tu le caractérises? Oui, tout à fait, un thriller. Un thriller historique. Historique, ésotérique, hein, à la Da Vinci Code, pour bien situer les choses, où toute l'intrigue est purement basée sur les découvertes de Didier Qualac, mise en scène après avec les personnages, l'action, tout ce qu'on a qui fonctionne bien dans un thriller, mais tous les éléments sont complètement réalistes et basés sur ce que Didier a pu découvrir. Oui, tout à fait. Et donc ça s'appelle L'héritage des rois. Et lui, par contre, on peut le trouver sur Amazon et toutes les bonnes librairies. Il est sorti en mai 2017, donc il est bien sûr disponible dans toutes vos librairies préférées ou sur Amazon. Donc il ne faut pas oublier que Jérôme, en fait, au départ, a participé à un concours de la revue Femmes Actuelle, et donc il s'est classé 3e ex aequo. Et il a été repéré par le grand écrivain Paulo Coelho. Oui. Et donc il a eu, c'est vrai, le coup de cœur de Paulo Coelho. Tu as raison de le préciser, parce que comme Jérôme est modeste, comme tous les auteurs, effectivement, il n'allait pas de suite dire les prix qu'il avait reçus. Tu as écrit d'ailleurs 2 autres romans. Hein. Le premier, c'était en 2008, qui s'appelle À l'aube du 7e sens. Tout à fait, donc c'est celui-ci qui a reçu le prix coup de cœur de Paulo Coelho. Et le second, en 2011, C'est Mensonges qui arrangent. Tout à fait. Donc il te faut quand même
4 à 5 bonnes années pour écrire Ça dépend, mais en moyenne 3. Oui, en moyenne 3 ans. D'accord. Alors, avant de commencer vraiment le cœur du sujet de ce soir, qui est d'explorer le secret de François Ier, moi je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous êtes rencontrés. Eh bien, j'allais dire tous les trois, parce que il y a aussi donc un troisième protagoniste dans cette histoire qui s'appelle Marc Bielli et qui a fait, suite à votre rencontre, hein, ce film documentaire où on voit donc Didier expliquer sa théorie, le secret de François Ier. Donc comment vous en êtes arrivé à vous rencontrer? Je peux prendre la parole parce que c'est moi qui ai provoqué la rencontre avec Didier. En fait, tout simplement, fin 2007, j'étais en train de finir d'écrire mon premier roman quand j'ai fini de lire le livre de Didier qu'il vous a montré à l'écran tout à l'heure. Et quand je suis arrivé à la fin de ce livre, j'étais tellement bouleversé par ce que je venais de découvrir que je me disais c'est un super sujet de roman et qu'un jour je vais écrire un roman sur ce sujet-là. Du coup, j'ai directement contacté Didier qui avait très sympathiquement mis ses coordonnées à la fin du livre et j'y suis allé au culot et je lui ai dit bonjour, je me suis présenté et puis je lui ai proposé qu'on se rencontre et je me suis rendu chez lui. Et on a pu faire connaissance et j'ai pu lui faire part de mon projet d'écrire un roman sur ses découvertes. Voilà comment l'histoire a commencé avec Didier. D'accord. Alors toi Didier, donc tu as un petit jeune qui arrive comme ça en te disant voilà, j'ai adoré ce que tu as fait, est-ce qu'on peut se rencontrer, discuter, monter un projet ensemble? Comment tu prends les choses? C'est-à-dire que des années avant, je m'étais lancé dans un travail d'investigation, de recherche sur les châteaux du roi François Ier. Et donc, il en a résulté un faisceau considérable de découvertes, avec la publication chez Nanki du livre Le secret de François Ier. Et à partir de là, j'ai été contacté d'une part par Jérôme et d'autre part par Marc Bielli. Et donc, Jérôme a eu l'idée assez rapidement de faire son roman, tandis que Marc, qui a un diplôme de cinéaste, eh bien, il s'est lancé avec ma collaboration au niveau du scénario. On a préparé le film qui s'appellerait Le secret de François Ier. Et je peux ajouter aussi que une autre personne encore m'a contacté, c'était Samuel Delage, à peu près à la même époque. Et lui aussi, il m'a dit, j'ai lu ton bouquin, ça m'a vachement intéressé, et je voudrais faire un roman. Voilà. Donc il y a deux romans qui se sont préparés en même temps, presque parallèlement, avec un film sur le secret de François Ier. Alors du coup, Jérôme, quand on est auteur, qu'on reprend comme ça des bases historiques, avec, on le verra tout à l'heure dans la présentation, avec des recherches qui sont limite à un moment donné des recherches mathématiques, etc. Toi, tu dois écrire une intrigue, tu dois écrire une histoire. Est-ce que, au final, dans ta conception d'auteur, dans ton imagination, est-ce que tu trouves pas, sans le savoir, aussi des pistes qui se rapprochent de la réalité? Avant de commencer à écrire, je suis allé vérifier moi-même ce que racontait Didier dans ses livres, avant même de commencer à écrire. Donc j'avais commencé déjà à aller marcher sur ses traces, sur ses pas, pour me dire mais tout ça c'est bien vrai et c'est avec des vrais murs français, des vrais bâtiments français, de l'histoire française. Et donc, je savais que tout ça était vrai. Donc, je n'avais pas besoin d'inventer de nouvelles pistes sur le fond, puisque Didier avait largement déjà découvert ce qu'il fallait. Et j'en ai relaté que 10% dans mon roman, parce qu'on ne peut pas tout mettre. On peut mettre que simplement les éléments importants, saillants, visibles. Mais Didier est allé beaucoup plus loin que ça. Mais je ne pouvais pas tout mettre dans mes romans. Par contre, ce que j'ai créé avec mon
avec mon cerveau, hein, c'est l'intrigue. Mes personnages, les protagonistes, les gentils, les méchants, et puis toute l'intrigue qui est autour. Ça, oui, par contre, j'ai recréé en fait, j'ai repris tout ce que Didier avait découvert et je l'ai mis en scène avec des personnages comme si c'était un cinéaste pour un film. C'est ça, tu lui as mis du relief. Okay. Et donc, de votre rencontre avec Didier et avec Marc, est né donc un film documentaire, Le secret de François Ier. Durée, on a 1h33, donc on est dans une vraie, véritable durée de film documentaire, qu'aurait pu d'ailleurs passer dans des cinémas qui diffusent des films documentaires, qui aurait même pu d'ailleurs passer sur des chaînes culturelles comme Arte, etc. Et ça, c'est vraiment une question que je me suis posée, parce que j'ai vérifié, en tout cas, j'en ai pas trouvé la trace. Il n'est jamais passé ni sur Arte, ni sur RMC Découverte, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un véritable problème quoi, pour arriver à aborder certains sujets sur les grandes chaînes de télé. Et d'ailleurs sur les autres chaînes également, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on reste conventionnel dans des idées académiques qui sont reconnues, c'est bon. On peut faire un film documentaire sur Chambord, sur François Ier, ça passe. Mais dès qu'on touche à quelque chose qui est beaucoup plus parallèle, qui est méconnu, en apportant les preuves, là c'est plus difficile et en fait les chaînes ne sont pas intéressées. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas du Stéphane Bern que vous faites, hein, on est bien d'accord. On va pas raconter la petite sauterie de telle duchesse avec tel duc, mais la qualité du film, elle est vraiment là, elle est vraiment présente. T'as un film comme La Révélation des pyramides, qui est quand même passé sur RMC Découverte, donc ça signifie quand même, il y a quand même un intérêt pour ces sujets-là. Il y a des séries américaines sur l'ufologie comme Alien Theory aussi, tu vois, qui passent. Donc, pourquoi un sujet comme celui-ci, ça peut gêner? Voilà, Antoine, parce que la révélation des pyramides, en fait, aussi beau que soit ce film, aussi réussi qu'il soit, eh bien, il reprenait des choses déjà connues depuis plusieurs décennies. Voilà. Alors que le secret de François Ier, c'est quelque chose qui, avant moi, en toute modestie, n'existait pas. Je suis la personne qui a découvert tout ça. Donc les gens ne s'attendent pas à ce qu'on leur parle d'un secret du château de Chambord. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur parle d'un code qui est précis, qui est démontré, qui est avéré. Et donc ça peut surprendre, voilà. Effectivement, ça peut être une explication. Toi, de ton point de vue, Jérôme, tu l'expliques aussi de cette façon? Je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Didier. Par d'autres expériences également, je sais comment fonctionnent les médias actuels. Il y a des choses qu'ils ont le droit de dire, d'autres qu'ils n'ont pas le droit. On n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, dans un pays qui respecte à 100% la liberté d'expression, ou en tout cas ce qu'ils croient, malheureusement, se fourvoient. Et tout ce qui peut sortir de cette nature, qui peut être très compromettante et remettre en question la version de l'histoire telle qu'elle nous a été enseignée par 5000 ans de religion judéo-chrétienne, oui, là, on peut tout à fait comprendre pourquoi ce genre d'information ne sort pas ou pas facilement. Au final, il y aurait plus de chances de voir un téléfilm tiré de ton roman sur des grandes chaînes, parce que là, on est dans du roman, donc du coup, ça devient de l'aventure, ça devient du Da Vinci Code, hein, comme on l'a dit, plutôt qu'un film documentaire. Alors, effectivement, on peut se dire ça. C'est d'ailleurs ce qui a motivé mon choix d'utiliser le roman comme vecteur d'information auprès du grand public pour l'informer sur des sujets peu courants ou pas ou peu méconnus. Donc forcément, les découvertes de Didier Colac tombent pile poil dans le truc. Et le roman a cette faculté, comme tu le dis Antoine, de pouvoir amener de l'information sans se faire trop remettre en question ou trop censurer. C'est plus soft qu'un documentaire qui est là pour démontrer quelque chose, comme celui de Marc Guély, et qui est très bien fait et qui met très bien en évidence ce que Didier veut démontrer. Donc on passe sur un autre
outil de communication qui semble plus accessible, ou en tout cas qui peut passer plus inaperçu pour pouvoir fournir l'information. Ah ouais. C'est de toute manière le même procédé qu'a utilisé Bleuet-Dillot, je ne sais pas si vous la connaissez. Au début, ces informations, avant de les donner vraiment en nom propre, elle les donnait à travers des romans qu'elle appelait des romans ésotériques, le codex Sumérian, le Sumerian Codex. Voilà. Parce qu'effectivement, ça passe mieux sous forme de roman. Bon. Alors, du coup, nous, on va s'intéresser bien aux faits, hein, à ce que Didier a trouvé. Et puis, on va peut-être commencer par ce monsieur-là. C'est qui ce monsieur-là, Didier? Bien, ce monsieur, dont le portrait est très connu, c'est le roi François Ier, hein, un roi de France qui a régné dans la première moitié du XVIe siècle. Et donc, il a fait, en France, en fait, il a accompli la Renaissance, hein, la Renaissance qui était née en Italie. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement culturel avec des nouvelles idées, un courant artistique différent du Moyen-Âge. Et c'est François Ier qui a fait passer la Renaissance de l'Italie vers la France. Donc c'est pour ça que son règne a été particulièrement marquant. Voilà, et donc c'est lui qui a bâti les châteaux qui vont nous intéresser ce soir, parce que certains de ces châteaux, en fait, comportent un code. Ils sont pas placés n'importe où sur la carte. La décoration, la mise en place, il y a des détails qui sont très précis et dont on peut tout à fait interpréter. Voilà quoi, ce que ça m'inspire. Alors, là l'extrait qu'on va voir, Didier et Jérôme, donc c'est un extrait tiré du DVD Le secret de François Ier. On va attaquer le chiffre 8, parce qu'on verra que le chiffre 8, qui est donc aussi le symbole de l'infini, hein, en fonction qu'il soit vertical ou horizontal, il a son importance dans les trouvailles que tu as faites, les découvertes que tu as faites pendant combien d'années d'ailleurs? Moi, j'ai commencé ce travail en 1990. Donc les découvertes sont venues relativement facilement, hein, ça n'a pas résisté longtemps. Et donc d'année en année, donc 90, ça fait 25 ans, hein, un peu plus même. Mais bon, un quart de siècle. Un quart de siècle de recherche. Quelques années, je tenais l'essentiel du secret de François Ier. Allez, on regarde donc cette vidéo. Le plan du donjon a la forme d'une grande croix grecque délimitant 4 salles. Au deuxième étage, chacune de ces salles comporte 80 caissons de plafond. Les F pour François, et les salamandres, son emblème, alternent. On observe que chaque F est ceint d'une cordelière nouée en 8. Bien que sa présence soit discrète, nous avons déjà croisé cette cordelière sur le portrait du roi par Jean Clouet. Poursuivons notre ascension. La tour-lanterne s'élève à partir du centre des terrasses. Sur les ailerons, on voit facilement des grands disques ornés d'une salamandre, animal emblématique du roi. En fait, la tour-lanterne porte 8 grandes salamandres et 8 grands F, mais les F sont presque invisibles du sol, des terrasses ou même des fenêtres. On ne voit que la tranche des disques. N'est-ce pas étonnant? Le roi de France fait sculpter 8 magnifiques médaillons très aboutis et qui portent son initiale F, et personne ne peut les voir. Pour les apercevoir, malhabilement, il est impératif d'emprunter le petit escalier de la lanterne, ce qui ne devait pas être autorisé à la légère. Le roi veut-il réserver la vision de ces 8 disques à lui seul? Curieux égoïsme, c'est un non-sens architectural. Au cours de notre brève visite, n'avez-vous rien remarqué d'étonnant? 80 caissons, des cordelières nouées en 8, les 8 grands F, les 8 grandes salamandres de la tour-lanterne, encore et toujours 8. Observons des représentations de François Ier. Sur ce portrait de Van Clèves, le roi arbore un pourpoint orné de nœuds en 8. Ici, la croupière du cheval montre des entrelacs en 8. En tant que roi de France, François Ier était le grand maître d'un ordre chevalier de l'ancienne royauté,
l'ordre de Saint-Michel. Il présidait les réunions et portait le collier de l'ordre. Détail intéressant, lorsqu'il accéda au pouvoir, il modifia le collier de Saint-Michel. Il y inséra une série de 8. Le nœud en 8 est l'emblème de la famille de Savoie à laquelle se rattachait François par sa mère, Louise de Savoie. D'accord, mais cela n'explique pas la mise en scène énigmatique du 8. Donc voilà, on voit clairement là sur cet extrait de vidéo la présence de ce symbole du 8, que ça soit à travers les gravures, les entrelacs sur les gravures, ou à travers même le nombre de gravures qui est utilisé, comme le nombre de F. D'ailleurs, j'avais pas, tu vois, c'est marrant, en revoyant la vidéo, j'avais pas capté, en tout cas j'avais pas retenu qu'on les voyait pas bien, ces F-là. Pour moi, ils étaient parfaitement visibles. C'est-à-dire qu'au sommet du château de Chambord, sur les grands disques, qui sont pratiquement invisibles du regard, hein, donc c'est assez mystérieux, puisqu'il y a 16 grands disques et 32 cryptogrammes en 8, que l'on verra tout à l'heure, et on ne les voit pratiquement pas, quoi. Et donc, on se rend compte que François Ier portait sur lui, sur son cheval, le chiffre 8, il y accordait une importance particulière parce que ça participait au code qu'il a déposé au château de Chambord. C'est vraiment le symbole de son secret. D'accord. Et du coup, toi, comment tu arrives à tilter sur ce 8 ? Comment tu arrives à dire c'est ça. Alors, c'est-à-dire que si on s'intéresse à François Ier et qu'on visite le château de Chambord, on se rend compte de choses un peu énigmatiques, quoi. Sur ces portraits, il y a facilement des 8 qui se baladent. À Chambord, donc les cordelières sont nouées en 8. Au sommet du château de Chambord, il y a le cryptogramme en 8 qui est là. On ne le voit presque pas, donc forcément ça questionne. Et en fait, tout le personnage de François, mais surtout ses constructions, il y a des tas d'éléments, quoi, qui sont mystérieux et qui ont été créés exprès pour attirer l'attention et pour créer un questionnement. Et simplement, on est un petit peu leurré, quoi, par les historiens diplômés qui eux ne s'y intéressent absolument pas. Pour un historien diplômé, le mystère de l'architecture ancienne n'existe pas. C'est-à-dire qu'un historien diplômé, quand il voit cette image-là, par exemple... Voilà, donc lorsqu'un historien diplômé voit ça ne l'interpelle pas. Il ne se demande pas pourquoi est-ce que François Ier a créé un sigle, un motif, hein, qui comporte un 8, qui est posé sur une croix à 3 croisillons. L'historien diplômé ne se pose pas de questions. Il trouve ça tout à fait normal et banal. Mais il dit quoi? Il dit c'est de la déco? Si, à la rigueur, il regardera que le F en disant c'est le F de François Ier avec la couronne au-dessus, donc on est bien dans une représentation royale d'un motif architectural. Voilà, ça ira guère plus loin. Alors que, en fait, ce genre de détails devrait questionner, quoi. Ça a été fait exprès. Des tas de facettes du château de Chambord posent question. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Pourquoi on nous a laissé le château dans telle situation, quoi? Pourquoi il a été bâti exactement comme il est, avec tant d'anomalies? Et ça pose des questions. Voilà. En fait, je crois que c'est ça le véritable terme qu'il faut utiliser et qui t'a permis, en tout cas à toi, de pouvoir tirer la ficelle de tes découvertes. C'est tu as repéré les anomalies. C'est-à-dire que au final, ces anomalies, soit on considère qu'effectivement, le maître maçon qui a fait le montage, il était bourré ce jour-là, il va avoir mis la plaque à l'envers, on verra tout à l'heure, ou le maître tailleur était dyslexique, et puis au lieu de tailler la gauche vers la droite, il taille la droite vers la gauche, etc. Ou alors, ce sont des véritables anomalies qui ont été posées là à escient, parce que
il y a quelque chose à remarquer parce que c'est le début d'un puzzle et qu'il faut tirer ce fil d'Ariane. Voilà, c'est ça. Et attention, parce que au départ de la recherche, on commence à détecter des trucs dont on se dit que c'est anormal, quoi, qui ne devrait pas être là, qui ne devrait pas être comme ça. Mais en progressant, on se rend compte qu'on a raison de se questionner et que effectivement, il y a des réponses, quoi, et que tout le dossier à ce moment-là, d'une façon rationnelle, progresse, et que l'étude, l'enquête est tout à fait valable intellectuellement. Ouais, tout à fait. Alors dans cette photo, on y voit 2 F et 2 salamandres. Salamandre, le symbole du roi de France. Du roi de France, en tout cas du roi François Ier. Oui, c'est ça. Alors là, moi, j'avais inclus cette image dans le diaporama parce que on voit ça à profusion à Chambord notamment. C'est-à-dire la salamandre, effectivement, l'emblème personnel de François Ier et l'emblème aussi alchimique du feu. Et l'emblème alchimique du feu. À côté des salamandres se trouve ce qu'on appelle le chiffre du roi. Il est étrange d'appeler l'initiale du prénom du roi le chiffre. Parce que chiffré, en français, c'est crypté, c'est codé. Le vocabulaire indique que la décoration est effectivement codée. D'accord. C'est-à-dire que dans l'art, quand tu fais l'école des beaux-arts et quand tu apprends l'art architectural, on t'explique que ce petit carré-là, la lettre F, ça s'appelle le chiffre du roi. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, ce qui est intéressant ici, notamment, c'est que la cordelière qui encercle les F, c'est la cordelière des moines franciscains, hein, les cordeliers qui appartiennent à l'ordre monastique fondé par saint François d'Assise, et donc le patron du roi. Et donc chaque F est entouré de 2 8. Voilà. Et donc ça fait quelque part ça fait 88, quoi. Or il existe dans la Kabbale, hein, la tradition ésotérique juive qui a été reprise en Occident, en France, à l'époque justement de François Ier. Eh bien, on transforme dans la Kabbale, dans la gématrie, on transforme un mot en nombre. Et le mot salamandre, avec A égale 1, B égale 2, etc., le mot salamandre est égal à 88. Or, tous ces plafonds-là, hein, si on peut passer à la vue suivante, la diapo suivante va montrer en fait la largeur de la salle dans laquelle se trouvent ces plafonds-là. Il y en a 4 qui forment une croix à Chambord, et ces salles-là mesurent 8,80 m de largeur, quoi. Donc 8,8. Donc on se rend compte que, aussi étrange que ça paraisse, on ne s'y attend pas, mais cette décoration est un des buts de la décoration, c'est d'indiquer que les constructeurs connaissaient très bien l'unité de mesure mètre. Voilà. Et donc, ils nous font signe qu'ils se sont rendus tout à fait compte que les salles font 8,80 m, quoi. Et donc là, par exemple, vous avez une raison pour laquelle les documentaires de Didier Coillac ont du mal à passer, parce que le mètre n'était pas censé être connu à la Renaissance. Il a été officialisé vers la Révolution, juste après. Donc là, vous commencez déjà à toucher un sujet très sensible par rapport à la science, par rapport à beaucoup de choses qui touchent à l'ésotérisme et à l'histoire de l'humanité d'une manière générale, d'où pouvaient bien avoir les bâtisseurs de la Renaissance la connaissance du maître. Voilà. Donc c'est finalement assez banal, hein, de trouver le maître dans le passé, quoi, antérieurement à la Révolution. Oui. Puisque on l'a découvert dans la Grande Pyramide. L'égyptologue Schwaller de Lubitz disait qu'il avait trouvé le maître dans beaucoup de monuments égyptiens. Donc voilà, manifestement, si le maître a plus été révélé, à mon avis, à l'époque de la Révolution française, que inventé. Parce qu'il courait souterrainement dans certaines sociétés secrètes. Exactement. Oui, on va y revenir sur ces sociétés secrètes, parce que je pense que en dehors de l'objectif, du trésor peut-être à la fin à trouver, c'est surtout l'intelligentsia qui a eu au-dessus de tout ça, qui a créé tout ce puzzle, ou c'est peut-être là la véritable question, c'est comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ça, mais on y reviendra.
Moi, je voulais voilà, juste te poser une question pour que les téléspectateurs comprennent bien comment est-ce à quoi est-ce qu'il faut s'attacher comme détail. Parce que là, si on regarde le détail de cette photo, effectivement, donc sur les F sur lesquels je suis en train de zoomer, on voit donc T2-8, donc qui forme 88, la guématrie de Salamandre. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'attache pas aussi, je ne sais pas, hein, c'est une question, au fait que là il y a un nœud avec 3 nœuds les uns sur les autres, au fait qu'il y ait 3 trous formés par les F, au fait qu'il y ait, je ne sais pas ce que c'est comme fruits, si ce sont des baies, du hou, peut-être que tu pourras nous dire pourquoi est-ce que c'est par grappe de 3. Est-ce qu'il y a d'autres symboles sur lesquels il faudrait s'arrêter en plus de ces 8, ou est-ce que au contraire ils font un mélange entre les véritables symboles et la déco? Et je pourrais faire le même raisonnement sur la salamandre. Tu vois, pourquoi est-ce que la salamandre elle crache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 flamèches, elle tourne la tête vers la droite, est-ce que ça veut dire quelque chose? Voilà. Où est-ce qu'on s'arrête en fait dans ce genre d'indices? Donc il faut bien voir hein, que lorsque je repère que la salle elle fait 8 mètres 80, que ça fait 8 de chaque côté de l'F et que la somme numérique du mot salamandre c'est 88, bon c'est juste un petit faisceau quoi. Parce qu'il faudrait l'associer à autre chose, d'autres indices dans lequel également on repère ce type de synchronicité quoi, qui manifestement mène au maître 1. À partir de là, effectivement, il est fort possible que beaucoup de détails que je n'arrive pas à interpréter, eh bien, il est fort possible qu'ils soient tout à fait signifiants, quoi. Voilà, donc effectivement, c'est-à-dire qu'il faut imaginer lorsque François Ier arrive au pouvoir, hein, donc son ami Léonard de Vinci d'ailleurs est là, hein, donc ils mettent en place l'emblématique, quoi, les armoiries du roi. Comment ces châteaux vont être décorés, quel va être le type de détail qui va être présent. Et ils savent très bien où ils vont, quoi. À partir de là, j'ai découvert certaines choses. Je ne dis pas que j'ai tout découvert, quoi. Oui, il y a peut-être, voilà, en plus il y a peut-être la porte ouverte à d'autres chercheurs qui pourraient reprendre en base tes propres recherches à toi pour pouvoir aller vers les leurs. Parce que là, quand on regarde le deuxième F qui est dans la diagonale, il n'a pas les petits trous hein, sur les bords. Donc, est-ce que ça veut pas dire quelque chose? Si tu veux, Antoine, tu vois, je vois vraiment cette histoire d'architecture de François Ier comme un super code, quoi, qui a été déposé par un cénacle d'initiés. Ces gens-là ont beaucoup réfléchi avant de poser la première pierre. Et voilà. En fait, ça se décode à plusieurs niveaux. D'accord. C'est vrai aussi que j'en ai tellement fait que je peux pas quoi me souvenir de tout ce que j'ai découvert depuis 25 ans, quoi. Donc pourquoi la cordelière, pourquoi l'F il est comme ça, pourquoi est-ce qu'il est taillé en biseau, etc. quoi. Tout ceci a un sens et en fait les interprétations, il n'y a pas une seule interprétation, il y en a vraiment plusieurs, quoi. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc ces initiés, on va commencer par les appeler comme ça, il y a un savoir qu'ils ont qui dépasse largement le savoir de leur époque. Parce que quand on voit, si on réfléchit juste sur le nombre de lettrés qu'il y a à l'époque, qui est ridiculement bas par rapport à aujourd'hui où tout le monde est lettré, ou presque, on a tous un petit bagage de sciences, etc. À l'époque, c'est des groupuscules. Donc ça signifie que statistiquement, c'est difficile de faire ressortir comme ça des génies sur des petits groupes de milliers de personnes par rapport au fait de faire sortir des génies sur des gens qui sont instruits par millions. Donc c'est pas forcément, parce que là où je veux en venir, c'est que c'est pas forcément les gens de l'époque de François Ier qui se sont dit ah tiens, allez on va s'amuser, on va faire un puzzle. C'est sûrement des initiés qui ont une connaissance bien antérieure au savoir de l'époque de la Renaissance et qu'ils ont utilisé cette connaissance pour pouvoir justement mettre des indices
Et ça va loin, parce qu'avec la photo suivante, que tu vas nous expliquer, on voit que ça ne s'arrête pas, ces indices, ce champ d'indices, il ne s'arrête pas juste sur un château. Ça t'a amené, toi, à pouvoir vérifier, grâce à des outils comme Google Earth, hein, par exemple, que ces indices, ils étaient sur une ligne droite où on retrouve 3 châteaux quand même qui ne sont pas des moindres en France. Voilà. Et pour compléter ce que tu disais, on peut donc présupposer l'existence d'une société secrète qui a perduré à travers le temps, qui avait un savoir secret, dont le maître, dont des cartes extrêmement précises, cette société secrète ayant hérité d'une civilisation très ancienne, quoi, qui a passé par l'Égypte ancienne. Au moins l'Égypte ancienne. Ça peut remonter plus loin. On s'aperçoit en fait qu'on peut remonter jusqu'à l'Atlantide, qui est la source réelle de la connaissance secrète. Ok, bon, on continuera à explorer donc cette piste atlantéenne un peu plus tard avec les autres diapos. Donc si on revient sur cette diapo-ci, pourquoi donc as-tu aligné Chambord, Fontainebleau et Reims sur la même droite? Jérôme? Oh ben ça c'était parce que il avait besoin de nourrir l'inspiration d'un grand romancier. Non, alors après, je pense qu'après les faits parlent d'eux-mêmes. On peut pas venir commencer à contester des choses qui sont évidentes, surtout sur cette diapo où l'on voit que 3 monuments de la royauté française et de la chrétienté aussi, hein, parce que le 3e à Reims n'est pas un château, mais la basilique de Saint-Rémy, sont alignés sur la même droite, et que les noms des villes sur lesquelles, le nom des villes de ces lieux sont tous liés par le nombre 8. Bon, on commence à se dire que la coïncidence devient un peu difficile à avaler. Voilà, donc on s'aperçoit relativement rapidement, en tout cas ça m'est arrivé, que ce qu'on peut considérer comme les 2 principaux châteaux de François Ier, Chambord et Fontainebleau, quand on trace une ligne qui les joint, on va droit sur la basilique Saint-Remy de Reims. Donc c'est légèrement étrange parce que la basilique Saint-Remy est un haut lieu de la monarchie française, qui contient le tombeau de Rémy, qui a baptisé Clovis, qui contenait la Sainte Ampoule qu'on utilisait pendant le Sacre des Rois. Et donc on a l'impression que François a voulu créer sur la carte un symbole, quoi. Donc ça pourrait être le fruit du hasard au début, quand on constate cela. Et d'ailleurs, ça m'est souvent arrivé les premières années, de me dire, mince, et si c'est moi qui divaguais, quoi. Qu'est-ce qui prouve que les initiés, les architectes de François savaient qui créait cet alignement? Eh bien, on peut arriver à prolonger l'étude et à trouver des éléments de preuve qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus convaincants, quoi. Et notamment les noms des lieux qui se réfèrent tous à ce fameux chiffre 8. Alors tout à fait. T'as pas été au hasard, hein, sur cet alignement. Moi, je vous invite à regarder donc le documentaire où là, c'est vraiment étayé, ce qui te permet d'arriver à cet alignement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, Chambord, par exemple, a été construit, tu me reprends si je dis des bêtises, sur un lieu qui était en pleine campagne, au milieu de nulle part, sur un site qui était marécageux en plus, donc pas propice à la construction de ce genre de bâtiment. Donc pour le coup, autant Reims, on va dire, bon, il était là, voilà, mais autant Chambord, on peut quand même présupposer que le lieu a vraiment été calculé, parce que c'était pas quand même un lieu facile d'accès pour y mettre un château de cette qualité-là en plus. Alors, ouais, voilà. Et le plus interpellant, quoi, c'est que avant que le grand château de Chambord existe, eh bien, il y avait déjà une forteresse, une petite forteresse, voilà, qui était là, quoi, et qui marquait le point sur la carte. Ça, etc. Et c'est le cas à Fontainebleau. Ça veut simplement dire que avant que François Ier arrive au pouvoir, ce jeu de pistes était déjà sous-jacent, quoi. Et voilà. Et la position de Chambord, le plus grand des châteaux de la Loire, hein, le château merveilleux qui est là, et on se demande pourquoi il est là. Eh bien, il est donc en relation avec Fontainebleau et la basilique Saint-Rémy de Reims. Il est en relation avec la cathédrale d'Amiens. Et il est en relation, et là c'est vraiment une surprise, et c'est difficile à croire, je suis d'accord, mais il est en relation avec la grande pyramide d'Égypte. Et avec une précision stupéfiante, quoi.
C'est-à-dire que je tire sous Google Earth si je poursuis ma droite, c'est ça tout simplement, si je poursuis la droite qui passe par Reims, par Fontainebleau, par Chambord, j'arrive sur Gizeh. Non, là on parle vraiment d'une autre direction. Hein. Ce n'est pas dans le même sens, mais quand on trace une ligne qui va du centre du château de Chambord au sommet de la grande pyramide d'Égypte, on a exactement 3200 km pile. Donc ce 3200, quand on est un petit peu habitué, il 4 x 8, 32. 4 x 8, 32, la moitié, 64 divisé par 2, 32. Voilà, et on peut s'apercevoir, on n'en parlera pas ce soir, mais on peut s'apercevoir que le château de Chambord est conçu un petit peu comme une maquette de la grande pyramide d'Égypte, quoi, en passant par le nombre d'or. Et c'est merveilleux parce que ce sont des faits, quoi. C'est pas de la philosophie, c'est pas une vision. C'est un assemblage de faits qui mène à une certaine conclusion. C'est vraiment extraordinaire. Alors comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment ils pouvaient avoir des infos sur la grande pyramide? Ça reste énigmatique. Donc effectivement, ça pourrait donner lieu à une autre émission sur le sujet si ça vous tente. Moi, je voulais quand même poser une question au romancier. Jérôme, donc, quand tu es romancier, quand tu dois expliquer que à l'époque, sans matériel de géomètre, sans satellite, sans GPS, etc., ils arrivent à aligner parfaitement. On est à l'ordre de quoi? Un écart de 100 mètres, je crois, par rapport au centre de je ne sais plus lequel des trois. Comment est-ce que le romancier, lui, arrive à trouver les explications, tu vois, rationnelles qui font paraître ça relativement facile à comprendre? Alors déjà, il est obligé de mettre en scène des personnages ouverts, comme le disait Didier. Si vous avez passé un peu trop de temps sur les bancs de l'université à vous faire formater le cerveau par des connaissances qui sont très orientées ou très, en tout cas, limitées dans le champ de vision, ça ne peut pas marcher. Donc mes personnages, forcément, sont des personnes qui n'ont pas ce parcours-là. Des personnages qui sont ouverts, autodidactes, comme Didier. Didier est une personne autodidacte. Didier n'a pas fait d'études de 5 ans d'histoire, n'a pas fait tout ça. Et c'est justement ce qui le rend libre quand il regarde l'architecture des châteaux et quand il regarde tout ça avec un œil différent. C'est ça qui le rend libre et qui le rend capable de découvrir. Et beaucoup de grandes découvertes ont été faites par des personnes qui ne sont pas spécialistes de leur sujet. Et c'est un peu ça que j'ai fait dans mon roman. J'ai mis des personnages qui ne sont pas spécialistes de leur sujet et qui mettent un peu les pieds dans le plat. Ils découvrent un peu comme Didier les œuvres. Ils voient quelque chose dedans qui leur paraît singulier et ils voient un petit fil qui les passe. Et puis alors ils le chopent, ce petit fil, et puis ils déroulent. Et c'est comme ça. Et en fait, j'ai essayé de m'inspirer un petit peu de la façon dont Didier m'avait décrit la manière dont il avait fait ses découvertes pour pouvoir le transposer sur mes propres personnages de manière à ce qu'ils aient un peu le même état d'esprit, la même façon de procéder que lui. Alors bon, je l'ai fait à ma sauce, mais je pense que ça c'est vraiment la base du roman dans la façon de faire découvrir à la fois à mes personnages et donc au lecteur tout ce codage. Ok. Alors, on va continuer donc notre investigation avec ce fameux F inversé qui est vraiment l'anomalie qui a peut-être tout déclenché, la reconstitution du puzzle. Et on va passer une petite vidéo pour mieux comprendre avant d'en parler. Essayons de trouver d'autres singularités ou anomalies. Au deuxième étage, retrouvons nos salles en croix qui sont ornées de magnifiques plafonds où alternent F et salamandre. Sur plus de 150 F classiques, on découvre un F à l'envers, retourné. Doit-on parler de négligence de la part des bâtisseurs, d'une erreur? L'une des explications communément admises serait que ce F ait été monté à l'envers afin d'en faire profiter les cieux, c'est-à-dire Dieu. Vu du dessus, ce F retrouve en effet sa forme naturelle. Hypothèse séduisante au premier abord, mais revenons un instant vers le grand escalier.
nous constatons qu'ici, tous les F sont à l'envers. L'hypothèse de la négligence ne tient évidemment plus. Quant à la théorie officielle, que ses défenseurs se posent la question suivante. Si le F inversé des salles en croix s'adresse à Dieu, qu'en est-il des F inversés du grand escalier? Didier propose une autre explication, d'ordre mathématique, à un tel agencement. Regardons la position du F retourné dans son plafond propre, parmi les 80 caissons. À partir des bords du plafond, sur son damier, il faut compter 3, 4 ou 5 cases pour atteindre ce F. Cela rappelle le triangle de Pythagore. Grâce à lui, Pythagore avait découvert une importante loi géométrique. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, applicable à tous les triangles rectangles. Or, le château de Chambord est circonscrit dans un grand rectangle théorique de 156 mètres sur 117, soit 4 tiers. Chambord est donc inclus dans un ensemble de 2 triangles de Pythagore, emboîtés l'un dans l'autre. Mais nous avons laissé de côté nos F inversés de l'escalier central. Comment peut-on expliquer leur présence? On se souvient de la dissymétrie des quartiers nord et sud du donjon, mise en évidence par Didier, leurs basculements respectifs permettant d'obtenir une parfaite symétrie. Restons dans cette idée de retournement. Utilisons l'axe de symétrie nord-sud qui passe par le grand escalier et ses F inversés. Utilisons-le comme axe de pivotement en remettant l'F inversé des salles cruciformes à l'endroit. Osons considérer l'hypothèse que la bascule du F sert à indiquer une direction, car que trouvons-nous au nord-est, à quelques 130 km? L'autre bâtisse royale, le château de Fontainebleau. Alors, dans ce petit extrait, on parle d'un plan avec les ailes qui sont inversées. Là aussi, je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre à quoi il est fait allusion sur cette dissymétrie. Mais pour revenir sur les F, donc finalement, là aussi, tu vois, comme quoi ce genre de documentaire, il faut vraiment les regarder plusieurs fois. Moi, je n'avais retenu qu'il n'y avait qu'un seul F inversé, alors qu'en réalité, donc, c'est sur cette voûte de 80 cases, il y a ce F inversé, ce qui permet de retrouver le triangle 3, 4, 5. Alors si le triangle 3, 4, 5, vous ne savez pas ce que c'est, soit effectivement vous reprenez les cours de 5e de mathématiques, théorie de Pythagore, on va vous expliquer, ou sinon je vous invite à regarder les podcasts de Howard Crust qui explique ça très très bien avec justement Google Earth, etc. Et c'est très très clair. Voilà. Donc je vais faire la petite parenthèse là-dessus. Donc moi j'avais pas capté qu'il y en avait aussi dans l'escalier central. Si on veut vraiment présenter ça d'une façon simple, on peut dire que dans les 4 salles de garde qui sont autour de l'escalier, bon, il y a plus de 160 F, quoi. Mais il y en a un et un seul qui est à l'envers. Bon, quand on le retourne sur l'axe nord-sud, il indique la direction du château de Fontainebleau. Autre palais de François, F est évidemment l'île initiale de Fontainebleau. Voilà. C'est donc une relation secrète entre les deux châteaux. CQFD, effectivement, Didier vient de décrire en quelques mots le sens profond, architectural de cette singularité de ce F inversé. Mais c'est là qu'on voit qu'effectivement, on est vraiment dans un système d'initiés, parce que pour pouvoir déjà arriver à ce niveau de compréhension qui, pour nous, peut paraître facile finalement, parce que bon, je brocardais tout à l'heure en disant revoyez les cours de 5e, c'est ça, c'est-à-dire que nous, au XXIe siècle, Pythagore, les notions de symétrie axiale centrale, tout ça, ça nous parle, c'est quasi du b.a.-ba, même si certains d'entre vous n'ont pas aimé ça, mais c'est du b.a.-ba, on arrive à le comprendre. À l'époque, ils sont combien vivant à Chambord, en étant là tous les jours, à savoir ce que c'est qu'une symétrie axiale, une symétrie centrale, ce que c'est qu'un théorème de Pythagore. Donc c'est vraiment des initiés qui jouent avec ça, parce qu'au final, s'ils veulent mettre en place une espèce de puzzle pour qu'on trouve l'information, ils arrivent à le coder de façon finalement simple, mais pas si simple que ça pour l'époque.
Oui. Tout simplement, c'est qu'il ne s'adresse pas aux personnes de l'époque. Et ça, je pense que ce que tu viens de dire, Antoine, est la plus belle démonstration de la finalité de tout ça. C'est pas pour faire plaisir au roi, tout ça. C'est pour s'adresser à des gens qui, dans le futur, seront capables de le comprendre à large échelle. Et ce qui semble être le cas aujourd'hui. Malgré tout, même si, comme tu le dis, à l'école, on apprend ces choses-là, en prendre conscience sur le fait que ce soit inscrit dans des monuments de la monarchie française, c'est une autre chose. Mais on est capable de le comprendre. Tout à fait. Donc ça s'adresse bien aux générations futures. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est vraiment une bouteille qui est jetée à la mer. C'est vraiment un message qui est lancé pour l'humanité future. C'est-à-dire que ce message d'une société secrète, hein, il n'y a pas que le roi qui participait, bien il est destiné à une époque de révélation où des choses secrètes sont révélées, dévoilées, quoi, et où on entrera dans une nouvelle ère, c'est-à-dire le début de l'ère du Verseau, quoi. Donc il faut quand même avoir une vision globale, avoir un recul qui est phénoménal. Tout à l'heure, si je reviens 2 secondes sur le fait qu'ils aient placé Chambord, pas n'importe où, mais sur une droite qui relie les 3 châteaux, ça signifie quoi? Ça signifie que ils avaient des techniques secrètes et ultra secrètes, tu vois, qui leur permettaient de savoir ça? Cela signifie déjà qu'ils avaient des cartes, parce qu'à la Renaissance, les cartes ne sont pas censées avoir existé. Elles ne sont venues qu'à l'époque de Louis XIV, un siècle et demi après. Alors que là, ils mettent en place un alignement sur 260 km. Ils alignent quasiment précisément trois monuments, quoi. Donc il fallait donc qu'ils aient des cartes et qu'ils s'appuient sur des documents, quoi. On peut le penser. Voilà. Donc voilà, donc ces initiés, voilà, qui avaient une technologie, on va dire, au moins avancée pour l'époque, qui avaient une vision du futur en se disant de toute manière, dans un plus ou moins lointain futur, les gens seront capables de décoder. Donc ça signifie qu'ils avaient accès à une connaissance peut-être ancienne, en miroir, en se disant l'humanité va peut-être réussir à revenir comme elle a été à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est très bien dit. Manifestement, les codeurs, on va dire, de la Renaissance savaient qu'on arriverait à une époque où la révélation serait facilitée pour une raison mystérieuse et que le truc, tôt ou tard, sera dévoilé pour le bénéfice de l'humanité, quoi. Il fallait combien de temps pour construire un château comme ça? Déjà, François Ier a passé les 32 années de son règne à le bâtir, hein. Malgré les problèmes financiers et tout, il a toujours visé quand même à ce que les travaux à Chambord continuent. Ensuite, Henri II a bâti la chapelle parachevée, et Louis XIV, après, un grand passionné aussi d'architecture, avec son Versailles et tout, qui a continué le code. Il a vraiment colmaté, enfin restauré Chambord. Donc, il a fallu de toute façon, on peut dire, plusieurs décennies. Donc, ces fameux initiés, finalement, ils savent très bien qu'ils verront peut-être pas la fin de leur encodage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de continuité dans une sorte de chefferie de projet, hein, si je veux reprendre des termes modernes, qui chapeaute tout ça pour pouvoir être sûr que tout soit correctement codé et que ça perdure. Oui, et c'est justement ce que j'ai voulu montrer dans mes romans, parce que c'est facile de faire une fiction basée que sur le codage que Didier explique, mais moi j'ai voulu mettre ça dans une dimension beaucoup plus large. Celle dont tu parles, c'est dans la dimension dans l'histoire, pour montrer que c'est pas tombé comme ça sous le règne de François Ier comme par hasard, comme ça, mais que ça avait déjà une histoire. Et que ça s'est pas fini à sa mort, ça s'est continué dans les règnes des rois suivants. Et donc, je me suis amusé à imaginer un Louis XIV reprenant l'œuvre de son ancêtre pour pouvoir la continuer et motiver tous les efforts qu'il a déployés pour construire notamment Versailles. Voilà, simplement.
Donc ça signifie que dans Versailles, il y a peut-être du code, on verra peut-être plus tard, et puis dans les constructions suivantes, il y a peut-être du code. Et la question c'est, quand est-ce que le codage s'est arrêté? Est-ce qu'il s'est arrêté avec la royauté? Est-ce qu'il continue aujourd'hui? Je sais que, je ne sais plus dans quelle interview, Didier, on t'a posé la question, aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des codes? Et puis tu t'avais répondu, sûrement, mais je ne veux pas le savoir parce que ça m'inquiéterait de le découvrir. Ça m'avait fait rire, ça, comme réponse. Oui, c'est-à-dire que on s'aperçoit petit à petit qu'on met le pied sur un terrain auquel on ne s'attendait pas. Oui. On ne sait pas exactement à notre époque s'il y a des gens qui connaissent tout ce secret fabuleux. Donc voilà, moi, oui, j'ai un réflexe, je reconnais de peur, à me dire mince. Donc par principe, je ne touche pas au monument actuel, je ne touche pas au monument de François Mitterrand. Je reste juste dans l'ancien régime. Mais il n'est pas exclu que dans la franc-maçonnerie, qu'au pouvoir, que les plus hautes personnalités de l'État, bien sûr, soient au courant de ce secret. Et voilà, et je ne sais pas ce qu'ils font avec ou quoi. Voilà. Oui, au courant ou pas. Après, on verra ce qu'il y a à trouver derrière. Alors, si on reprend la suite des événements, donc on a vu qu'il y avait des anomalies avec les F, et tu as aussi trouvé des anomalies avec les salamandres. On va regarder ça de suite. Achevons notre visite du château de Fontainebleau par la galerie François Ier, où s'illustrèrent les maîtres italiens Primatis et Rosso. Ce dernier est notamment l'auteur de ce tableau, dans lequel François Ier est étrangement représenté par un éléphant. La galerie est un couloir de 65 mètres de long d'une richesse incomparable, dont il serait trop long de décoder tous les mystères. On remarquera cependant dans la décoration des dizaines de salamandres, l'emblème du roi. Elles sont représentées de profil, de façon classique, sauf deux spécimens qui se démarquent. Ces deux-là sont figurés différemment, en vue verticale. Étrange, que nous réserve donc cette anomalie? Cela donne envie de regarder la galerie du même point de vue, en vue verticale. Notre intuition est récompensée. En traçant une ligne joignant les deux salamandres, l'axe nord-est-sud-ouest indique la direction de Chambord. Donc, là, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que finalement, ce n'est pas qu'un seul lieu qui t'amène vers l'autre, mais on peut trouver des indices d'une façon ou d'une autre qui te permettent de ramener sur le premier lieu. Donc finalement, on peut prendre le puzzle de n'importe où. Si on arrive à tirer l'un des bons fils, on arrive après à remonter, à reconstituer tout le puzzle. Exactement. C'est-à-dire que au départ, il n'y a pas de marche, de parcours, quoi, en disant on va commencer là, ensuite on marche, on va à Fontainebleau. Non. C'est-à-dire que c'est un ensemble, on s'apercevra que c'est un angle royal formé avec les châteaux de François Ier qui est posé sur la carte autour de Paris. Et cet angle, en fait, est une seule chose, c'est une unité qui se tient de différentes façons. Chaque lieu comporte des indices codés et tout cela permet d'aboutir en un certain point de la carte, un village où on peut vraiment penser qui contient en sous-sol un dépôt, un trésor, quoi. Voilà. Ouais. On y reviendra encore une fois à la fin de l'émission sur ce trésor, on ne va pas encore tout vous spoiler. Là aussi, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est que finalement, tu as surtout, on va dire, suivi une logique mathématique, symbolique certes, mais basée sur les mathématiques. Parce que là, quand on regarde la photo avec l'éléphant, moi j'y ai vu au moins 3 symboles alchimiques. Je fais pas d'alchimie, mais c'est à force de faire des émissions avec Pascal Cazotte que je commence à voir les choses. Donc est-ce que ça signifie qu'il y aurait peut-être aussi une piste alchimique, tu vois, à suivre, qui amènerait... Il n'est vraiment pas exclu qu'il y ait une piste alchimique, que des secrets alchimiques, comment fabriquer la pierre philosophale. Il n'est pas exclu que ce soit codé. Par exemple, dans la galerie François Ier, sa myriade de décorations dans tous les sens, des formes très surprenantes. Il n'est pas exclu qu'il y ait des clins d'œil avec des civilisations anciennes,
En ce qui concerne la civilisation israélite, c'est même tout à fait certain. Voilà, donc c'est aussi une chasse au trésor, hein, qui permet d'avancer, de savoir où est-ce qu'on va, et on dit ah ben tiens c'est là, et on sait que c'est là. Donc c'est plural quoi. C'est pas simpliste quoi. C'est vraiment effectivement c'est un super code qui part dans différents sens. Et il est à la fois simple, mais il devient rapidement aussi complexe et compliqué. Ce que j'ai pu apprendre justement au contact de Didier, c'est que une même œuvre, qu'elle soit picturale, une peinture ou architecturale, peut receler différents niveaux de codage. Et c'est là où ils étaient plus que bons, c'est qu'ils codaient plusieurs choses à la fois dans une même œuvre. Donc il peut y avoir une œuvre qui code des éléments alchimiques très propres ou très caractéristiques de l'alchimie, tout en codant autre chose. Et je pense que les artistes de la Renaissance ont produit des œuvres qui ont été très, entre guillemets, chargées de ces différents niveaux, et notamment celle de Léonard de Vinci, que Didier a aussi pris soin d'analyser dans un autre de ses ouvrages, mais il y en a d'autres également. Donc, considérons une œuvre d'art de cette époque comme quelque chose où il y a plusieurs fils qui dépassent, et Didier a été capable d'en saisir un, parfois deux, j'en sais rien, peut-être plus, mais en tout cas, il n'a pas la prétention de les avoir tous saisis et tous détricotés. Mais je pense qu'il peut avoir la prétention de dire qu'il a tiré un certain fil jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous intéresse dans l'émission d'aujourd'hui. Donc finalement, Jérôme, sur ces jeux de pistes, est-ce que toi tu en as exploré un peu plus dans ton roman? Est-ce que tu es parti par exemple sur l'alchimie ou sur autre chose? Non, justement à l'époque, je n'avais pas encore beaucoup fait de recherche sur l'alchimie. Ça arrivait beaucoup plus récemment, dans l'année 2017. Donc non, j'en ai absolument pas parlé. Je me suis contenté de m'inspirer de ce que Didier évoqué dans ses ouvrages. Pas plus loin, pas plus, pas moins. Entendu. Donc peut-être dans les prochains ouvrages à paraître en 2021. Alors, oui Didier. Moi je me suis intéressé à l'alchimie, des vidéos, etc. La difficulté qu'il y a quoi, à mettre la main quoi, sur des trucs précis en alchimie. C'est très difficile, quoi. Ça brasse plutôt des symboles, du vague, il me semble. Hein. Alors que le secret de François Ier est très précis, c'est net, et voilà, le raisonnement avance avec des éléments précis. Alors, je t'inviterai à regarder sur une de mes vidéos avec Pascal Cazotte l'atelier alchimique du château de Sénevière, et tu verras qu'effectivement il y a, malgré le fait que ça soit par symbole, il y a des choses qui sont très très claires et qui peuvent te donner une recette alchimique. Mais d'ailleurs t'as visité un château qui est aussi un atelier alchimique, hein, dans ton documentaire. Comment est-ce qu'il s'appelle ce château? Dans Pierre-sur-Boutonne. Voilà, qui est aussi un château où dans les fresques murales, il y a, c'est un livre d'alchimie pour ceux qui savent le lire en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, je pense que c'est à la fois un livre alchimique et en même temps, ça participe à ce jeu de pistes. Voilà, ça mêle plusieurs approches différentes, très certainement. C'est ça, c'est plusieurs niveaux de lecture. De toute manière, tu sais, c'est ce que disait mon ami Rudy Jacquier dans ses recherches sur Rennes-le-Château, où lui, par rapport à ses découvertes, il a suivi ces 3 ou 4 pistes différentes qui, au final, l'amènent au même endroit. Donc, il y avait plusieurs niveaux de lecture différentes en fonction des connaissances de chacun. Donc, d'un autre côté, ça semble logique, c'est-à-dire, si vraiment le secret que l'on cache derrière ce puzzle est d'une importance capitale pour la future humanité, ce serait dommage de le baser que sur une seule piste. Ce serait dangereux même, parce que la piste, elle pourrait se perdre. Exactement, oui. C'est pour ça que les différentes facettes des châteaux sont codées, quoi. Par exemple, s'il s'était fait que l'F à l'envers de Chambord il soit détruit, que quelqu'un avec un marteau les cassait, ça n'empêchait pas que tout le château autour ait existé encore, ses proportions, la forme des salles, les escaliers, etc.
Et donc, il y avait bien d'autres facettes en plus de cet F qui restent à interpréter, quoi. Il y a un paquet d'indices qui, de toute façon, tant que le plan du château est là, le message, il est là, il ne peut pas disparaître. C'est exactement ça. Et dans les indices, dans les nouveaux indices que tu as trouvés, il y a le château de cette ville de Loury qui est devenue une mairie d'ailleurs, je crois, le château, c'est un petit château de seigneur, mais malgré tout, on y trouve des informations. Comment est-ce que déjà tu y es arrivé au château de Loury? C'est-à-dire que ça me ramène très très loin dans le temps. Je m'étais rendu compte en fait que la notion de milieu était importante dans le code. Donc j'avais vu, tiens, Chambord, château de François, Fontainebleau, tiens, très grand palais de François. Il doit y avoir quelque chose au milieu, quoi. Donc j'ai pris ma voiture, quoi. Il pleuvait, je me souviens très bien, ça tombait à flot, les essuie-glaces sur la voiture et tout. Et je suis arrivé au petit château de Loury et j'ai découvert exactement le type de truc que je cherchais, à savoir une plaque codée, quoi, de la bonne époque. Voilà, et je me suis dit, bah ouais, c'est normal. On est au milieu de la distance Chambord-Fontainebleau, et donc il y a un élément crypté. Et oui, donc ça corrobore. Voilà. Ah, le voilà, ce fameux château de Loury. Et la plaque, elle n'est pas très grosse, hein, mais elle est toujours là, plusieurs siècles après. Et qu'est-ce qu'on peut finalement y dire alors, des informations comme quoi, effectivement, ce château, alors je ne sais plus si... En tout cas, on lit le nom de François Ier en toutes lettres sur la plaque, mais c'est finalement la typographie de la plaque, la façon dont étaient écrites les lettres, un mélange entre lettres minuscules et lettres capitales, le fait aussi que les T et les R étaient mélangés, qui t'a conduit sur certaines pistes. Oui, parce que si tu vas à la diapo suivante, tu vas voir cette plaque. Donc, on s'aperçoit que, comme tu le disais, que l'inscription qui est à quatrain contient bien le mot François Ier à la première ligne, mais les majuscules sont distribuées n'importe comment. Les mots sont pas groupés, les lettres sont pas groupées pour définir les mots. Voilà, et il existe tout un déchiffrage qui est possible, qui une fois de plus est très précis. C'est merveilleux, quoi, parce que ça fonctionne intellectuellement très bien. Et là, on va voir un petit exemple, quoi, de type de déchiffrage que l'on peut faire. Donc cette plaque, tu peux peut-être la commenter, Jérôme? Pas totalement, parce que, comme je le disais, dans mon roman, moi, je me suis basé que sur les choses qui me semblaient les plus essentielles. Donc, sur un même lieu ou sur un même élément de codage, j'en ai pris parfois qu'une partie. Tu me pardonneras, Didier, de ne pas avoir pu tout relater de manière précise. Non, mais sur cette plaque, ce qui semble ressortir de manière singulière, c'est la mise en évidence de 3 lettres particulières du fait qu'on puisse former un mot avec. Donc, je laisse Didier l'expliquer avec les diapos. C'est-à-dire, moi, parce que j'avais étudié ça il y a même pratiquement une vingtaine d'années, quoi, la plaque de Loury, quoi. J'avais découvert certaines choses que j'ai mis dans mon livre Le secret de François Ier. Mais avec le temps, j'avais été dit, mais c'est peut-être pas aussi fort que ça, j'ai peut-être exagéré, enfin, j'ai peut-être divagué. Et il y a quelques semaines, je me suis remis à l'étude de la plaque. Je me suis rendu compte que ce que ces prémices étaient très très bon et que je pouvais aller plus loin encore, quoi. Et que le déchiffrage existe, quoi. C'est pas une vue de l'esprit, quoi. C'est vraiment rationnel et démontrable. Oui, c'est ça qui est bien avec ce genre d'éléments, c'est que voilà, là on peut démontrer très clairement un certain nombre de codages, de transcodage même, on pourrait dire, qu'on retrouve aujourd'hui en informatique, voire même qui ont peut-être des fois été utilisés dans des missives secrètes entre personnes, voilà, c'est des choses qui sont démontrables. Et alors ça t'amène à quoi cette plaque comme information capitale? Essentiellement la plaque de Loury, quoi. Elle est très très importante. Heureusement qu'elle est parvenue à notre époque, parce qu'il aurait suffi d'un rien pour qu'elle disparaisse. Et elle indique qu'il y a bien une lie, quoi, c'est-à-dire un dépôt.
il y a un dépôt. Toute cette affaire se finalise par un dépôt. C'est très important parce que tant qu'on manipule des F à l'envers, des jeux de mots, la guématrie, d'accord, il y a une disposition sur la carte, mais on peut se demander où est-ce que les codeurs veulent en venir, quoi. Et quand on découvre la plaque de Lourey, on découvre la finalité, c'est un dépôt, c'est-à-dire un trésor, quoi. Voilà. On passera tout à l'heure, un extrait de film aussi. Cette plaque de Lourey fonctionne avec un autre lieu. Voilà, ici on a. Tu veux peut-être expliquer rapidement le codage, comment tu l'as trouvé, comment tu obtiens le L, le I, le E, Jérôme? Oui, moi en tout cas quand j'ai lu les travaux de Didier, c'est ce qui me semblait le plus pertinent parce qu'il y a d'autres éléments de codage, comme on le disait. Mais le L, le I et le E que vous avez mis ici en évidence, ce sont les 3 seules lettres minuscules de la plaque encadrées par 2 lettres majuscules. Et ce sont les 3 seules. Donc forcément, ça interpelle tout codeur qui s'intéresse à ce genre de vocabulaire caché. Et ces 3 lettres, L-I-E, forment le mot lié, qui veut dire 2 choses en ancien français. Didier me corrigera si je me trompe. Lié voulait dire caché, quelque chose de lié était quelque chose de caché, et ça avait aussi déjà le sens de dépôt. La lie de vin au fond d'une bouteille, c'est un dépôt. Donc, ce mot en lui-même veut nous attirer vers un dépôt caché. Voilà. D'accord. Alors par contre là, il faut juste quand même que tu nous précises bien, parce que tu dis les lettres minuscules encadrées de majuscules, et je ne les vois pas. C'est-à-dire que là, sur le FLE, je vois un F minuscule et un LE majuscule. Donc on a bien un F majuscule et un E majuscule qui encadrent une lettre écrite en minuscule. Ah oui, d'accord, le F, là c'est la typographie d'un F majuscule qui a été écrit en petit, mais effectivement quand on regarde le F qui est ici, il est minuscule, d'accord. Ils savaient très bien brouiller les cartes parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop évident non plus, trop facile à décoder. Ils ont joué sur la taille des lettres pour embrouiller, effectivement. Et sur la suivante, on retrouve aussi l'information LIE. Sur la suivante, on s'aperçoit que toutes les lettres L sont suivies soit d'un E, soit d'un I. Voilà. D'accord. Donc c'est juste LIE, quoi. Voilà. D'accord. Qui est moins probant pour le coup comme démonstration que la précédente, je trouve. Qui est surtout plus difficile à trouver. Parce que vous avez au moins, je sais pas, 1, 2, 3, vous en avez 7 des éléments-là, alors que dans l'autre, vous en avez que 3. Donc, c'est plus difficile à décrypter, ça. Voilà, et en fait, c'est avec ce genre de remarques, quoi, de constats, que l'on s'aperçoit que toute la plaque est codifiée pour indiquer la lie, ainsi que le mot alien. Donc, je résume. Alien qui signifiait qui vient d'une terre étrangère. Ce qui est caché, ça vient d'une terre étrangère. Voilà, il faut rappeler qu'à l'époque, alien n'avait pas le sens du mot de la grosse bestiole aujourd'hui qu'on connaît au cinéma. Donc ça, c'est important aussi de resituer les choses dans leur contexte. Et Didier l'a bien fait remarquer, alien à l'époque voulait signifier quelque chose qui vient de l'étranger. Ouais. On est d'accord, parce que sinon tu as tout un tas d'ufologues là qui regardent la chaîne qui vont nous tomber dessus en nous disant de quoi vous parlez là les amis. On est d'accord. Alors, ce mot lit sur cette plaque toute seule, finalement, n'apporterait que très peu d'indications, sauf si on pouvait justement le relier à notre tétragramme dans le cimetière de Saint-Barthélemy. Alors, comment est-ce que tu y arrives au cimetière de Saint-Barthélemy? Alors donc, le cimetière de Saint-Barthélemy est au milieu de la ligne Fontainebleau-Reims. Le milieu exact, c'est devant la porte du cimetière. C'est incroyable. Et là, il y a une tombe royale d'époque Louis XV. Cette tombe comporte forcément une stèle qui a 3 fautes d'orthographe. Et on va voir dans l'extrait qui vient là, prochainement, que les 3 fautes portent sur les lettres LIE. La même chose qu'il y avait à Lourey. Ok. Alors,
toujours pour comprendre la démarche du chercheur, hein, vous avez 3 points, donc Chambord, Fontainebleau, Reims. Tu prends finalement le milieu entre Chambord et Fontainebleau et tu trouves Loury, et tu prends le milieu entre Fontainebleau et Reims et tu trouves Saint-Barthélemy. Bingo. Si je résume. Voilà. Et ces deux milieux se complètent. Allez, on regarde la vidéo, on la commente après. Nous avons découvert un alignement de 4 points géographiques. Puisque nous constatons que Loury est au milieu de la droite Chambord-Fontainebleau, observons de plus près le milieu de la droite Fontainebleau-Reims. Ce milieu tombe exactement devant la porte du cimetière du village de Saint-Barthélemy, petite commune de Seine-et-Marne. Si aucune tombe ne semble dater du XVIe siècle, l'une d'entre elles attire tout de même notre attention par son caractère royal. La tombe est celle d'une dame de compagnie d'une fille de Louis XV, Élisabeth, marquise de Flamarens. Nous ne sommes donc plus à l'époque de la Renaissance, mais les résultats que nous allons obtenir ne nous feront pas regretter cette incursion. La tombe comporte 3 inscriptions funéraires couvrant 3 côtés du support de la croix. Remarquons tout d'abord la hauteur des chiffres gravés, plus précisément le 8. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en particulier pour la tombe d'une marquise, la première stèle est porteuse d'une faute d'orthographe. Le prénom Élisabeth est écrit 2 fois. La première mention est correcte, mais il manque un « i » à la seconde mention. La deuxième stèle contient, elle, 2 fautes d'orthographe. Les initiales Colaf reprennent en abrégé le nom de la personne décédée, Élisabeth Olympe Louise Armande Félicité. Le C de Colaf est une erreur, il devrait y avoir un E à la place, le E de Élisabeth. Un peu plus bas, le mot fille est mal orthographié, il est écrit filet. Le graveur a écrit un E à la place d'un L. Ces 3 fautes, et il n'y en a pas d'autres, révèlent 3 lettres manquantes. L, I, E, la li, les mêmes lettres dévoilées par la plaque de Loury. Écoute, je suis désolé, ils avaient qu'à faire un bon à tirer et puis il n'y aurait pas eu de faute, quoi. Voilà. Ah, c'est une très belle démonstration, hein, cette séquence-là est à mon avis très pertinente. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, puis c'est vrai que c'est ça qui est cinglé, c'est que quand on réfléchit bien, voilà, tu arrives sur ce cimetière. Je me mets 2 secondes à ta place. Tu arrives sur ce cimetière, tu sais pas ce que tu vas chercher, tu sais pas ce que tu cherches, tu sais pas ce que tu vas trouver. Et donc, maintenant que ça fait quand même quelques années que tu es là-dedans, tu te dis, tiens, sur cette tombe-là, je vois une couronne symbole royal, tu aurais vu un lys, je pense que tu aurais eu le même raisonnement, du coup tu t'attardes là-dessus. Alors tu fais comment? Tu prends des photos des inscriptions, ou alors comme certains, il y a des collectionneurs qui font ça, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, avec des papiers calques, du charbon, ils frottent comme ça les lettres pour bien faire tout ressortir. Comment tu procèdes, Didier? Comme Indiana Jones dans le 3e film avec la tombe des Templiers. Disons que c'est exactement ça. Ouais. Que ce cimetière soit exactement au milieu, quoi, entre le château de Fontainebleau et la basilique de Reims, c'est déjà un petit peu extraordinaire, donc ça attire l'attention. Après, qu'il y ait une tombe spécialement qui se dégage, effectivement, avec une couronne de la famille, une personne de la famille de Louis XV, donc ça attire l'attention. Donc moi, je me séparais jamais de mon appareil photo, donc je mitraille tous les aspects de la tombe. Je réfléchis pas.
C'est quand les photos sont développées que j'y reviens, je note sur une feuille le texte, je rapporte le texte, je cherche s'il n'y a pas des fautes, je cherche s'il y a des anomalies, des trucs remarquables. Et je tombe sur 3 fautes où il manque les lettres LIE, justement. Le même message qu'on avait trouvé à l'ORI. Voilà. Donc il devient clair que le but de tout ce dispositif, eh bien, c'est tout simplement d'avoir déposé un trésor qui vient de l'étranger. Voilà. Juste avant d'aller sur la suite, moi je voulais te poser comme question, est-ce que tu, sur cette fameuse droite, où donc finalement tu as regardé à la moitié, c'est Fontainebleau, et puis au quart de chaque côté, hein, donc tu as trouvé les 2 autres villes, est-ce que tu as regardé au tiers? Parce que pourquoi je te pose la question, dans les enregistrements que j'ai fait avec André Douzet, par exemple, lui, il m'avait expliqué que quand il avait fait ses enquêtes sur la pierre qui chante, il avait écrit un livre là-dessus, pareil, il avait tracé à l'époque des lignes droites sur des cartes IGN, et les trouvailles qu'il avait faites, c'est parce que il allait pas au milieu, mais il allait sur les tiers, sur le premier tiers et sur le deuxième tiers, donc à l'emplacement du tiers. Est-ce que tu y as été sur les tiers? Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis arrêté parce que la complexité devient vraiment importante à gérer. Voilà, par exemple, il y a des communes aussi qui sont sur le tracé. Et donc, j'ai attendu en fait longtemps avant de m'intéresser à voir si ça pouvait se recouper avec le dossier de la recherche. Et bon, on se perd quand même assez rapidement. Plus c'est complexe, après, plus on découpe, moins c'est facile de s'y repérer. Donc, j'avais les milieux. Bon, j'avais un truc cohérent qui tenait la route avec de multiples indices. Voilà. Oui, et puis comme tu as trouvé les indices à la moitié et au quart, tu t'es dit bon, c'est bon, j'ai tout trouvé. Mais ça se trouve, c'est un encouragement. Hein. Tout à l'heure, je le disais, si vous êtes dans les Pays de la Loire, si ça vous intéresse, vous faites un coup de Google Earth, vous regardez au tiers ce qu'il y a, et puis vous allez voir. Et puis vous nous dites ça sous la vidéo. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être d'autres éléments à trouver. Donc du coup, finalement, tu trouves ces indices sur ces 5 lieux, et tu as l'idée de remettre les initiales de ces 5 villes dans le quadrillage que tu avais déjà utilisé au niveau du château de Chambord, et là, il y a une petite découverte qui confirme que finalement tu es sur la bonne piste et qu'il faut que tu continues. Allez, on regarde la vidéo. Nous avons donc mis en évidence un alignement de 5 points sur notre axe royal. Retrouvons un instant notre château de Chambord et son donjon, construit sur les bases d'un carré de 25 cases. Utilisons notre carré de Polybe en indiquant les initiales des 5 sites alignés. Les initiales de tous ces lieux forment sur le carré une grande lettre C, initiale de Chambord, écrite dans l'axe. Est-ce un pur hasard? Substituons maintenant les lettres à leur nombre correspondant et additionnons-les. Ces lettres totalisent le nombre 162, qui est 100 fois le nombre d'or. Cette nouvelle coïncidence, qui semble verrouiller l'ensemble de nos découvertes, doit-elle nous inciter à explorer notre axe royal à la recherche du fameux dépôt caché? C'est-à-dire que dès qu'on parle de code secret, il y a deux trucs qui sont majeurs, quoi. C'est les chiffres et c'est les lettres, forcément. Et donc, on s'aperçoit que le plan de Chambord se prête à une distribution de lettres. On peut caser les lettres ici ou là d'une façon rationnelle, quoi. Et il y a derrière ça un message. Et donc, ça a été fait sous plusieurs aspects différents. Tant et si bien, c'est que en cherchant bien, ces fameuses initiales, tu les retrouves aussi sur les... Alors, je sais pas, ça s'appelle les girouettes, c'est ça ou... C'est-à-dire que quand on regarde la façade principale du château de Chambord, on est confronté donc à des tours qui sont surmontées avec des dômes et des lanternons. Chaque lanternon est surmonté d'une lettre en fer, en métal, quoi. Et les lettres, c'est justement, en ce qui concerne le bon côté, du côté de Reims, c'est RFC. En d'autres termes, les initiales de Reims, Fontainebleau et Chambord. Ces lettres étant placées dans le bon ordre. Oui, en plus. Donc, au cas où on n'aurait pas compris avant,
Hop, voilà, là on les voit bien. Les... Alors, si vous voulez, bon, on pourrait s'attarder un peu sur la troisième lettre, hein, le C. Le C, ouais, qui est de 1843. Voilà, mais c'est ça. Donc, si on lit 1843, on voit un C. Mais il y a également une barre verticale qui est là. Donc, la lettre pourrait être comprise comme un D. C'est probablement une allusion au comte de Chambord. C des comtes de Chambord. Or, C et D, si on va plus loin dans l'extrapolation, ce sont la première et dernière lettre de Chambord. C, D. Oui. Voilà. C'est tout en finesse. Alors, tiens, juste pour anticiper les remarques qu'on pourrait nous faire, là, on pourrait nous dire, oui, mais ton CD, là, il date du 19e siècle. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, les R et les F, ils datent de la même époque ou Ça date probablement de l'époque du comte de Chambord, hein, lorsque le château avait été offert aux prétendants à la monarchie française, parce qu'on se demandait s'il allait y avoir un retour des rois de France. Bon, finalement, le comte de Chambord a décliné l'invitation, et ça ne s'est pas fait, il n'est pas devenu roi. Donc oui, au XIXe siècle, il y a eu aussi, par les descendants du comte, hein, sa famille, une restauration de la tour lanterne. Donc on peut penser que ces gens-là étaient au courant du secret de François pour des raisons X ou Y, par exemple parce qu'ils appartenaient à une société secrète qui le savait. Il faut bien voir que la veuve du comte de Chambord apparaît dans l'affaire de Rennes-le-Château, hein, parce qu'elle a donné, je crois, 3000 francs or à l'abbé Saunière. Ah oui, c'est vrai. Il y a des affinités entre l'affaire François Ier et l'affaire de Rennes-le-Château. C'est en fait la même affaire, quoi. Voilà, on pourrait... c'est-à-dire qu'il y a sur la carte une disposition, sur la France, une disposition cartographique. Il y a des lieux comme ça, des églises qui ne sont pas posées n'importe où. Et voilà, certaines églises recèlent dans la crypte des objets, des trésors, des trésors culturels. Et l'abbé Saunière avait mis la main sur l'un d'entre eux, quoi, manifestement. Tout à fait. Alors là aussi, les personnes qui voudraient un petit peu mettre à mal ta théorie pourraient dire oui, mais RFD, en fait, il a voulu mettre roi de France, et puis ils l'ont mis un peu... Bon, sauf que le D, il n'est pas au milieu. Ah. Ça, c'est constant. Il y a sans arrêt une explication bien rassurante, bien pépère. Non, il n'y a pas de code. Et tout est explicable sans remise en cause. Il n'y a pas de message codé. Ça, c'est constant. Pour les historiens qui étudient le château de Chambord, le château n'est pas codé. Hein, il y a simplement ils ont changé le plan en cours de construction. Donc comme ça, ils n'ont pas besoin de faire une vaste remise en cause. Ils n'ont pas besoin de plonger dans le code. Le code n'existe pas. Et voilà. On peut dire aussi que ce genre de dossier, quoi, ce secret, ce codage ne peut pas convaincre tout le monde par son côté novateur. Parce qu'il faut une personnalité suffisamment prête à ça, voilà, qui est suffisamment émancipée des canons culturels, de la télévision, des magazines, mais une personnalité qui soit prête à accoster quelque chose de vraiment nouveau. Tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Parce que il n'y a pas de grand diplômé avec un diplôme en béton et tout qui va dire oui, je certifie que c'est vrai. Et si c'est pas ça, il y a des millions de gens qui pourront pas le croire. Ça leur sera pas accessible. Donc on a vu que donc sur le toit de Chambord, on a les initiales des 3 villes, mais on a aussi d'autres inscriptions qui apparaissent sur une partie des façades de Chambord et qui sont les initiales FRF que les historiens ont traduit par François, roi de France. Tout à fait. C'est comme disait tout à l'heure Didier, c'est une façon rassurante de traduire les choses, mais on peut en décoder une autre, puisque les initiales sur les girouettes nous indiquaient des villes. Et ben pourquoi pas imaginer là encore des initiales qui nous indiquent des villes, donc Fontainebleau pour le premier F et Reims pour la seconde lettre et F pour une troisième. Ah, une ville qu'on n'aurait pas encore découverte? Tout à fait. Une ville mystérieuse. La ville mystérieuse. Alors,
La ville mystérieuse. Allez, si je résume un petit peu où est-ce qu'on en est. On sait qu'il y a un puzzle, un jeu de piste qui a été mis en place par des initiés, par une espèce de société secrète, que ça se trouve pour le moment sur un axe Fontainebleau, Chambord, Reims, ou Chambord, Fontainebleau, Reims. On sait que c'est un trésor, et là on apprend qu'il y aurait une troisième ville à trouver grâce à ces initiales FRF. Donc, allez, on va regarder la suite d'un petit extrait donc, je vous le rappelle, hein, c'est le DVD Le secret de François Ier, et on commente juste après. Nous l'avouons, nous avons une autre révélation à vous faire. Pour cela, retrouvons le sommet de notre axe, la basilique Saint-Remi de Reims. Loin du foisonnement ornemental de la cathédrale voisine, la façade romane de la basilique Saint-Remi apparaît quelque peu dépouillée. Ici, seuls Saint-Remi et Saint-Pierre ont eu la faveur des architectes. Si la façade et les deux statues ne datent pas de l'époque Renaissance mais du XIIe siècle, elles stimulent cependant nos qualités intuitives. Nous constatons que le buste de Saint-Pierre n'est pas parfaitement parallèle à la façade. En effet, le regard du saint est tourné vers une direction que nous connaissons bien, puisque c'est de là que nous venons, le sud-ouest, c'est-à-dire notre fameux axe royal, Chambord, Fontainebleau, Reims. Une ligne partant de la basilique Saint-Remi de Reims vers le château de Villers-Cotterêts, autre château bâti par François Ier, se prolonge sur un village qui se nomme Chambord. L'angle ainsi ouvert est de 45 degrés, alors que le premier axe était également incliné de 45 degrés. Autre élément remarquable, le rapport des deux branches fait 1,6, soit presque le nombre d'or. Ouais. Alors c'est quoi ce nouveau Chambord là, sans D avec un S? Oui, ça veut dire que le premier axe dit royal, eh bien, il se complète avec une deuxième ligne qui part également de la basilique Saint-Remi et qui va vers l'église d'un village qui s'appelle aussi Chambord. Et à ce moment-là, on passe sur le château de Villers-Cotterêts, un château bien sûr bâti par François Ier. Voilà. Donc, comme de par hasard. Comme de par hasard. Et cet angle royal représente le logo, quoi, le final du secret de François, quoi, qui est quelque chose qui est complet, autonome, qu'on peut arriver à déchiffrer en visitant les châteaux et en visitant les différents lieux, qui indique un certain lieu de cache. Et là aussi, c'est très clair, et ce qui est bien dans ce genre d'enquête, c'est vous pouvez aller le vérifier par vous-même, aller devant l'église, et puis vous allez voir effectivement les deux statues, elles ne sont pas contre le bâtiment, elles forment un angle, et puis eh bien l'angle, c'est combien? C'est 45 degrés? C'est ça, voilà. Aussi bien la première ligne qu'on a vue, elle montait à 45 degrés sur l'horizontale, de la basilique, ça repart vers le deuxième Chambord à 45 degrés. Ouais, personnellement, moi, pour le vérifier, j'ai envoyé mes personnages, ils y sont allés, et puis dans le bouquin, ils vérifient tout ça eux-mêmes. Et quand je suis arrivé à la fin du bouquin, j'avais ma démonstration qui était faite. Ça, c'est génial, d'avoir des avatars qui travaillent pour soi.
Voilà, c'est ça. On crée ses propres prospecteurs. Bon, bien sûr, j'avais fait le chemin avant eux et Didier avant moi. Et une partie du chemin d'ailleurs, je l'ai fait avec Didier et je le remercie parce que on a beaucoup collaboré et travaillé ensemble sur mon roman. Et il m'a aussi fourni des éléments qui sont pas dans son livre à l'origine, qui ont permis d'enrichir encore plus de manière on va dire, un peu inédite, mon roman par rapport à ce qu'il avait fait. Et je remercie beaucoup Didier pour tout le soutien qu'il m'a apporté durant la rédaction de mon roman. Bah écoute, je te remercie d'avoir écrit ce roman qui m'a apporté beaucoup de joie, parce que non seulement il est tout à fait respectueux des indices du secret de François Ier, hein, il n'y a que du vrai qui est vérifiable sur place, mais en plus, tu as eu la capacité, quoi, le talent de vendre ton livre très, très correctement, hein, et, voilà, et d'avoir le soutien de magazines très importants, ce qui paraissait pas gagné sur le papier. Bon, c'était la minute congratulation, voilà, c'est fait. Voilà. Et puis merci messieurs, allez j'en profite moi aussi, de venir nous expliquer vraiment cette affaire passionnante sur Miasme TV, c'est génial. Alors, par contre, pour ceux qui ont tout suivi depuis le début, là, ils sont en train de se dire, ouais, mais attends, Antoine, tu nous as dit qu'il y avait une troisième ville qui commence par un F, et puis sur la droite qu'on vient de voir, on n'a pas vu de ville qui commence par un F. Allez, je vous la montre, c'est celle-ci. Comment on y arrive à celle-ci? À Fénieux. Voilà. C'est quoi Fénieux? Tout simplement, donc voilà l'angle royal, et on se rend compte que au milieu, justement, de la branche horizontale de l'angle, entre Chambors et la basilique de Reims, eh bien, il y a le village qui s'appelle Fénieux. Donc c'est forcément interpellant, comme l'était le Loury, comme l'était le cimetière de Saint-Barthélemy. Et donc on prend sa petite voiture et on va voir ce qui se passe à Fénieux. Et oui, parce que Villers-Cotterêts n'est pas au milieu en fait. Il est un petit peu décalé, effectivement. Très légèrement décalé. Ouais. Donc petite voiture jusqu'à Fénieux. C'est joli Fénieux? Non, c'est quelconque. C'est sûrement un bloc de calcaire en sous-sol. Il y a une carrière de pierre. Il y a une église. Et aussi, il y a une cave dont le plan est très mystérieux. La cave de Fénieux, qui a la forme d'un F inversé. Voilà. Et donc et là, on se dit, bingo, une lumière s'allume. Et on se dit, voilà, cette cave a forcément un rapport avec toute l'affaire. De fil en aiguille, on comprend, par des preuves qu'on n'a pas le temps d'énoncer maintenant, que c'est à Fénieux que se dénoue tout le dossier. Alors attends, parce que là du coup, on a l'impression d'avoir été super rapide sur cet indice-là. Ton F à l'envers, tu le vois où exactement à Fénieux? Il y a une cave d'époque de la Renaissance à Fénieux. Alors voilà, c'est parce que je comprends pas ce que c'est qu'une cave. C'est quoi une cave de la Renaissance? Une cave de la Renaissance, c'est d'abord un escalier avec des marches au plafond. C'est assez spectaculaire à voir. Il y a des marches en bas et des marches au plafond, voûtées. On descend, et après il y a un grand couloir en bas, c'est la cave. Et des niches latérales s'ouvrent de chaque côté. Et il manque en fait beaucoup de niches, ce qui donne à la cave la forme d'un F inversé. D'accord. Et cette cave, c'est la cave d'un château, du château de Fénieux. Non, il n'y a pas de château à Fénieux. C'est vraiment le village anodin par excellence. Mais quand on a vraiment étudié l'affaire, la première fois moi, que j'ai découvert cette cave, j'ai tout de suite compris, quoi. Je me suis dit, voilà, c'est à fait Fénieux que ça se dénoue. Jérôme, tu veux rajouter quelque chose? Ce qui est énervant en plus, c'est que la distance entre la basilique Saint-Rémy de Reims et Chambors, qu'on a vu, hein, le village à l'extrême gauche de la carte, elle est de 161,9 km, ce qui correspond à 100 fois le nombre d'or, et que pile poil au milieu, nous avons Fénieux. Hein, donc on retrouve toujours le même codage lié au kilomètre, donc au mètre, et 2 au nombre d'or, le nombre favori des bâtisseurs de toutes les époques. Qui nous amène et nous fait concentrer notre regard sur Fénieux. C'est ça qui est énervant. C'est toujours la même chose, le nombre d'or, le mètre. Au bout d'un moment, ça devient lassant.
Mais alors, est-ce que la solution, est-ce que la lie ou le dépôt se trouve réellement à Fénieux? Est-ce que c'est ça finalement le X sur la croix? Est-ce qu'on est arrivé quand on arrive à Fénieux? Oui, c'est ça, oui, manifestement oui, quoi. Parce que Louis XIV, après, un siècle et demi après, a bâti son château de Versailles. Et donc, il s'est arrangé quoi, pour perpétuer, prolonger le code de son ancêtre François. Et donc, bon, je ne sais pas si on va le développer, mais c'est merveilleux, quoi. Il a placé son château de Versailles pour indiquer Fénieux, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, on sait qu'à Fénieux, c'est là, c'est le trésor, voilà. Mais si je suis mon raisonnement, tout à l'heure, on a vu que finalement, il n'y avait pas forcément un sens pour pouvoir tirer sur un des fils de la pelote qui nous amène à remonter le mystère. Est-ce que, parce que finalement, t'es arrivé par le bas, par Chambord, Fontainebleau, mais quelqu'un pourrait pas arriver par le haut, par le Chambord avec un S, et puis par Fénieux pour arriver de l'autre côté, tu vois? C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est réellement Fénieux le point d'arrivée, ou est-ce que c'est tout simplement une autre façon d'arriver au résultat, mais le résultat, il serait pas à Fénieux? Si tu veux, on est obligé en fait de commencer par le premier axe, parce qu'il y a les deux châteaux, vraiment des trucs majeurs, massifs de l'histoire de France, qui sont là. Sur la branche horizontale, il y a juste le château de Villers-Cotterêts. C'est un château mineur, bâti pour François Ier. Donc on commence forcément quoi, par Chambord, Fontainebleau. Et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on découvre qu'il y a une branche horizontale, une ligne horizontale qui aboutit à un deuxième Chambord. Oui, parce que si on parle de Chambord avec un S, où est-ce que vous voulez aller? Alors on peut aller jusqu'à Chambord avec un D, notre château de Chambord, et puis même trouver un troisième Chambord ailleurs. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais finalement ça nous indique pas notre axe royal et ça nous conduira pas à Fénieux. Et donc il y a quand même une certaine logique pour y arriver. Et la logique fait qu'on doit passer par des monuments remarquables de la royauté française de l'époque pour y aboutir. Oui, bien sûr. Non, après, au niveau de la logique, on est d'accord qu'en tout cas, même si là on a survolé tous les indices en regardant le documentaire, on va beaucoup plus loin, et puis en regardant le livre aussi, en lisant le livre de Didier, si vous arrivez à le trouver, on va beaucoup plus loin. Mais je sais pas, moi j'ai un petit sentiment comme presque, on y arrive presque trop facilement finalement à Fénieux. Non, si tu veux, non. Il faut voir que. 25 ans, je sais, Didier, 25 ans. Dans cette histoire, tout est ajusté en quelque sorte à la perfection. C'est-à-dire qu'il se garde bien de donner Fénieux trop facilement. Il y a des indices, par exemple, qui permettent de partir de Chambord et d'arriver à Fénieux direct. Mais c'est vachement subtil, c'est vachement sophistiqué. Et, il se garde bien que la déduction soit trop facile à faire. Et ça, ils ne le font jamais. Il faut avoir vraiment plusieurs pièces de puzzle quoi, pour arriver à monter le truc. Sinon, tu ne peux pas y arriver. C'est impossible. Tu ne peux pas direct arriver à Fénieux comme ça. Bien sûr. Après, voilà, c'est toujours pareil. Une fois qu'on sait la solution, c'est toujours plus facile de pouvoir reconstituer le puzzle. C'est un peu le même mécanisme que j'ai utilisé pour faire mon roman. Je me suis dit, il faut quand même un déroulé chronologique, à la fois dans le temps pour les personnages et l'intrigue, mais à la fois géographiquement, pour pas faire quelque chose de trop décousu. Ils vont pas commencer à Chambord avec un S pour passer par Reims, en descendant par Chambord avec un D, en remontant par Louis. Il fallait qu'il y ait quelque chose de facilement, qu'on pouvait suivre facilement. Et donc, je suis parti de Chambord, comme on l'a fait dans cette émission, pour aboutir jusqu'à Chambord avec un S, en revenant à Fénieux au milieu. Donc, pour comprendre les choses, il faut quand même un certain ordre. Ouais, non, mais c'est tout à fait exact et de toute manière, encore une fois, le raisonnement il est logique. Alors,
on est content, on a trouvé Feigneux, l'endroit où est caché donc ce fameux trésor. Alors, ce fameux trésor, est-ce qu'on a une idée de ce que c'est? Jérôme, toi, qu'est-ce que tes personnages ont pu trouver? Moi, j'ai l'avantage, contrairement à un archéologue ou bien une personne comme Didier qui fait des recherches dans la réalité, moi je fais des recherches dans le virtuel, donc j'ai le droit d'imaginer ce que je veux euh, à l'issue de toute cette affaire. Donc la version que je donne dans mon roman ne regarde que moi, mais je pense que Didier la partage en bonne partie. Donc je vais évidemment pas vous dévoiler la fin de mon roman, mais par contre, ce que j'y mets, c'est ce que j'estime vraiment, dans ma propre vision des choses, c'est ce que j'estime vraiment qu'il y a au bout. Voilà. Au moins, c'est clairement dit. Ce qui fait que la fin de mon roman est assez ésotérique, très ésotérique même, et qui lui donne une dimension tout à fait originale par rapport à des romans, on va dire, américains qui sont toujours un peu dans le même moule, hein, soit qui dévoilent pas ce qu'il y a au bout, qui gardent le mystère, soit qui dévoilent un truc, mais finalement on est un peu déçu. J'ai voulu prendre le contre-pied de tout ça et faire un truc extraordinaire à la hauteur du code dont je parle tout le long des romans. Voilà, c'était ça l'idée. Toi, Didier, tu as été à Feigneux du coup. Tu es descendu dans cette cave. Je suis allé à Feigneux plusieurs fois. J'ai descendu dans cette cave. J'ai mesuré cette cave de long en large et en travers. Voilà, donc concernant ce qui est caché, j'ai des idées très précises. Mais je ne voudrais pas spoiler ce fabuleux mystère. Il est clair que ce qui est caché est relatif au passé, à une civilisation très très ancienne que l'histoire a oubliée, n'a pas répertoriée, qui se perd dans la brume du passé. Voilà, donc quelque chose qui est une civilisation antédiluvienne, qui aurait laissé des connaissances ou des preuves de son existence que les rois de France possédaient, et qui seront retrouvés dans le futur et qui provoqueront une certaine surprise. Une certaine élévation de conscience globale. Exactement. Et donc, il n'était pas possible jusqu'à ce que l'humanité, entre guillemets, soit prête à la recevoir. J'invite juste à la réflexion par rapport à cette conclusion. Celle que j'ai pu mettre dans mon roman, c'est simplement de dire que Didier Colac, alors je ne le cite pas comme ça, mais il y a eu des demandes de fouilles de fait par Didier sur Feigneux qui ont été évidemment, comme vous pouvez vous l'imaginer, ignorées. Et donc, on ne sait pas dans la réalité ce qui est au bout de cette affaire aujourd'hui. Donc, évidemment, cette émission ne doit pas inviter des chercheurs de trésors fous avec leur pelle à venir creuser des trous partout dans Feigneux. Je pense que ça se passerait plutôt mal pour eux et qu'il faut laisser simplement par sagesse les choses faire au temps pour nous révéler ce qui doit être révélé lorsque ce sera le moment. Avec Didier, je pense qu'on est simplement là pour pouvoir commencer le processus de révélation, mais certainement pas avoir la prétention d'aller plus vite que la musique. Voilà, c'était juste ma petite conclusion à moi que je voulais apporter sur cette émission. Non, mais t'as raison. On a pris aussi les mêmes précautions avec Rudy Jacquier. Voilà, ça, c'est pas parce qu'on parle de trésors et puis on dévoile les lieux, ça sert à rien d'aller creuser. Surtout, on va faire une deuxième émission, Jérôme, Didier et moi-même, pour vous dire exactement qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y a d'enterré. Voilà, quel est ce fameux trésor du passé. Et vous verrez que c'est pas un trésor de monnaie sonnante et trébuchante que vous pouvez creuser, enlever 3 tonnes de terre et trouver. Si ça existe, c'est dans une pièce qui est sûrement surprotégée, qui est peut-être même pas dans notre plan de réalité. Allez savoir. On peut l'imaginer. Il y a un très bon
un très bon épisode d'un roman de Martin Mystère qui est exactement dans la description de ce que Didier pense avoir trouvé. Je me demande même d'ailleurs s'ils se sont pas inspirés des recherches de Didier. Ça se pourrait bien. Et ça se trouve, quand ils y vont, alors c'est pas à Fénieux, hein, c'est ailleurs, je sais pas où est-ce que ça se passe, peut-être en Italie ou ailleurs, qu'importe. La salle, elle n'est pas dans notre réalité, quoi. Donc tout est possible. Bon, en tout cas, voilà, ça a été vraiment un très bel échange. Nous, on n'a pas vu le temps passer. Donc, on voulait rappeler que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver la totalité du documentaire sur Le Secret de François Ier. Je tenais juste à dire que la musique était de Justin Durban, et moi je la trouve géniale. Voilà. Vous êtes actuellement sur d'autres tournages ou d'autres... Qu'est-ce que vous avez en cours, les garçons, en ce moment? Il y a en cours actuellement un film sur Marie-Madeleine. Je me suis amusé à étudier les tableaux du passé concernant Marie-Madeleine, Jésus, demandant si après tout le Christ lui-même ne serait pas l'objet d'un code. Donc sur Marie-Madeleine, ouais, c'est affirmatif. On découvre qu'effectivement, il est avéré probablement que c'est toujours pareil, crypté dans les tableaux, qu'elle aurait été la compagne de Jésus, qu'elle aurait vécu en Provence après la crucifixion, une éventuelle résurrection. Voilà, il y a un film en cours. J'ai aussi un autre livre, Aux portes de l'Apocalypse, qui va sortir bientôt. Là, toujours les interprétations de la décoration des châteaux, des monuments, quoi. Tout ça n'a pas de fin, quoi. Ce code a toujours un prolongement. C'est assez fabuleux, quoi. Alors, on se colle au travail, on y réfléchit, on prend ce dictionnaire d'ancien français, puis on arrive à découvrir patiemment là où les décorateurs, les architectes veulent nous emmener. Bon, on a hâte, hein, dès que ça sort de toute manière, on refera une autre émission aussi pour en parler, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas. Jérôme, toi de ton côté? Alors pour l'instant, moi, j'ai pas de projet en cours. Mon but était déjà de mettre mon énergie sur la promotion de mon 3e roman, donc L'Héritage des Rois. Par contre, à chaque fois que Didier sort une nouvelle découverte, si je peux dire, ou un nouveau livre, c'est pour moi autant de scénarios potentiellement nouveaux pour des romans. Car c'est inédit et donc forcément ça suscite l'envie d'écrire quelque chose dessus. Et 2, c'est tellement riche que on peut pas s'ennuyer en tant que romancier et j'espère en tant que lecteur aussi à l'avenir. Je souhaiterais simplement aussi finir par le fait qu'on a pu intégrer dans la troupe une personne qui justement nous aide à faire tous ces tournages et à réaliser ces films, notamment le film de Marie-Madeleine dont parle Didier Coillac, mais également d'autres que vous pourrez découvrir que Marc Bielli a pu faire. Donc c'est Michel Chavanon qui est une sorte de mécène pour nous, hein, puisqu'il a financé en partie ces tournages de films, hein, ça demande pas mal de sous, tout ça. Et donc Michel Chavanon, que je souhaite aussi remercier comme étant un protagoniste important de notre troupe pour pouvoir mettre au jour toutes les découvertes de Didier Coillac sous différents supports, que ce soit le roman par ce que je fais, mais aussi par le film et par ce que Marc Bielli a fait. Donc c'est important aussi de le signaler. Eh bien écoutez, messieurs, je vous remercie pour toutes ces découvertes que vous nous avez partagées. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus et d'organiser cette 2e émission avec vous pour savoir quel est ce trésor. Voilà, je pense qu'on va se donner rendez-vous très rapidement. Puis je tenais aussi à vous remercier, vous qui nous avez suivis, qui êtes restés jusqu'au bout. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis voilà, si vous voulez nous aider, vous
connaissez maintenant la musique, hein, on a notre chaîne, notre page Tipeee, voilà, pour nous aider. Et puis vous pouvez suivre toute notre actualité sur la page de miasme.com. Merci beaucoup Antoine de nous avoir invités. Moi j'ai passé un moment très, très agréable et c'est toujours un plaisir de parler de ce sujet qui m'est cher. Donc merci. Le plaisir a été partagé. Merci aussi à toi Antoine et merci à tous les téléspectateurs que l'on retrouvera j'espère bientôt. Allez, ciao, ciao et portez-vous bien.